Bonjour à tous, donc je suis pharmacien assistant à l'Omédie de PACA-Corse et je réalise actuellement mon mémoire de Master 2 de santé publique sur le recueil des unités d'œuvre de pharmacie hospitalière, donc sur les bases de données 2021 et 2022. Donc, avant de commencer ma présentation des résultats, une brève une brève diapositive pour vous présenter le contexte. Donc, en fait, avant 2021, l'activité de pharmacie hospitalière qui était remontée reposait sur la remontée du nombre de lignes de dispensation et de dispositifs médicaux. C'était un indicateur qui était soumis à interprétation selon les établissements. C'était aussi très réducteur si on se réfère à l'étendue des missions des pharmacies à usage intérieur, telles que définies dans le Code de la santé publique, donc qui prennent en compte bien sûr la dispensation, mais qui vont également jusque la gestion des achats, de l'approvisionnement, les activités de préparation, les activités de pharmacie clinique, de rétrocession, etc. Donc, en mars 2021, il a été publié un nouvel outil de recueil de l'UO Pharma, recouvrant 97% de l'activité de pharmacie hospitalière, donc qui était beaucoup plus représentative. Euh, Cet outil, il a été élaboré par un groupe de travail, donc piloté par l'ANAP, et qui était constitué de 25 professionnels de tous horizons. Donc, il y avait des pharmaciens, il y avait des contrôleurs de gestion, des chefs de pôle, des logisticiens, ainsi que des directeurs. Et donc, ce groupe de travail a travaillé avec plus de 150 établissements pour rendre cet outil. Il a été validé par un comité de pilotage constitué de sociétés savantes, de fédérations et syndicats, mais aussi de représentants du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, de représentants de la TIH et de représentants de la base d'Angers. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter mes résultats sur l'analyse de la qualité des données de recueil sur les 2 premières années d'utilisation et de vous présenter un profil quantitatif des activités de PUI par catégorie d'établissement. Donc, pour cela, je me suis basée sur les bases de données 2021 et 2022 de l'UO Pharma qui ont été recueillies par la TIH dans le cadre du retraitement comptable. Les établissements, en fait, devaient remplir un formulaire Excel qui est publié sur le site de la NAP et qui présente 57 indicateurs dans sa version simplifiée et 85 indicateurs et sous-indicateurs dans la version détaillée. Ça a un petit peu évolué en 2022, donc on a un peu plus d'indicateurs simplifiés et un peu moins d'indicateurs de version détaillée. Et en fait, pour chaque valeur renseignée par l'établissement, l'outil va appliquer un coefficient qui va être représentatif du temps moyen estimé pour réaliser cette activité. Et donc, ça va nous donner une unité d'œuvre de pharmacie euh, globale. Le fichier est ensuite déposé par les établissements dans le logiciel Arcane et puis il est transmis à la TIH via la plateforme IRTC. Donc, ma présentation va se dérouler en 3 temps. On va rapidement voir quel est le profil des établissements qui ont répondu et qui ont remonté une UO sur ces 2 années. On verra dans un second temps les résultats de l'analyse de la qualité des données sur les 2 premières années d'utilisation. Donc, ça va passer par vous montrer quel est le taux de remplissage par item, quel est le taux d'établissements qui se disent concernés par les items mais qui renseignent une valeur à 0, et puis quel est le taux de valeur extrême, aberrante, ou quel est le taux d'incohérence. Et enfin, on verra un profil quantitatif des activités de PUI. Donc, je vais vous montrer quelle est la part de chaque activité dans l'UO Pharma de façon globale. Et puis, on verra de façon stratifiée par catégorie d'établissement la part de chaque activité dans l'UO Pharma.
Donc, concernant le profil des établissements qui ont remonté l'UO Pharma, sur les 2 années, on a à peu près 20% des établissements qui remontent des données dans le cadre du RTC qui renseignent l'UO Pharma. Donc, c'est un pourcentage qui est globalement stable sur les 2 années, hein. On a 219 établissements qui ont remonté l'UO en 2021 et 208 en 2022, dont 147 établissements sont communs entre les 2 années. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la représentativité des établissements, elle est inégale en fonction déjà de la catégorie. On voit qu'on a 40% des gros CH qui renseignent l'UO, alors que pour les établissements privés, on a 13% des établissements qui remontent à un RTC et qui remontent des données de l'UO Pharma. On voit que ce pourcentage, il augmente pour les gros établissements, c'est ce que vous voyez en bas de la diapositive. En fait, les gros établissements remontent plus facilement l'UO déjà en 2021 par rapport aux petits établissements où on n'avait que 13% des petits établissements. Et puis, en 2022, on voit que les petits établissements remontent moins l'UO que l'année précédente, alors qu'en 2022, les gros établissements remontent plus l'UO. Donc, l'écart avec l'effet taille se creuse entre les 2 années. On peut voir également que les établissements qui remontent l'UO ne sont pas homogènes en fonction des régions. On voit qu'on a des régions, par exemple les Hauts-de-France et l'Occitanie, où on a plus de 40% des établissements qui renseignent l'UO, et d'autres régions où on est à moins de 20% de remontée de l'UO, avec quand même des régions qui ont progressé entre les 2 années. Donc, par exemple, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France. Donc, quand on s'intéresse à la qualité des données sur les 2 premières années d'utilisation et notamment sur le taux de remplissage par item, donc là, je vous ai mis les 10 items les mieux remplis, donc les 10 items où le plus d'établissements se disaient concernés. Et donc, on peut voir qu'il s'agit d'activités assez transversales de pharmacie hospitalière, comme les commandes, le nombre d'effets indésirables analysés, les retraits de l'eau, etc. Donc, c'est assez cohérent. Ce qu'on peut voir également sur cette diapositive, c'est quand même qu'on a une amélioration du taux de remplissage entre les 2 années. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a quand même des établissements qui se disent concernés par l'item, mais qui renseignent une valeur à 0. Donc, ça représente 5,7% des données. Et ça signe peut-être une difficulté de requêtage sur ces activités-là. Et ce qu'on peut voir sur ce diagramme, c'est que ça concerne essentiellement des activités de pharmacie clinique, donc pour 29% des cas. Donc, si on s'intéresse particulièrement à ces activités de pharmacie clinique, ce qu'on vous présente ici, c'est le résultat d'une analyse statistique qui permet d'établir la relation entre les données qualitatives. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un établissement de type CHU? Est-ce que c'est un établissement privé? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est petit? Et la relation qu'il peut y avoir avec le fait qu'il soit concerné ou non par ces items de pharmacie clinique. Donc, on a à gauche de la diapositive les établissements qui répondent oui à l'item, donc qui sont concernés par l'item, et puis à droite, les établissements qui sont non concernés. Et puis, plus on va vers le haut du graphique, moins cela représente d'établissements. Donc, ce que dit cette diapositive, c'est que ces activités de pharmacie clinique sont plutôt réalisées par les gros établissements
publics et plutôt par des CHU. Et qu'on a certaines régions qui font plus des activités de pharmacie clinique que d'autres. Donc, c'est des régions telles que la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire ou encore la Bretagne ou Mayotte. Oui, ce que je voulais dire également, c'est que par rapport aux couleurs, donc plus l'item ressort dans les tons rouge orangé, plus le résultat est significatif statistiquement. Et donc là, on a vraiment deux items, donc 15 et 16, qui sont les items en lien avec l'analyse d'ordonnance et la rédaction d'interventions pharmaceutiques, où on a donc peu d'établissements, parce qu'on est plutôt vers le haut du graphique, qui se disent non concernés par l'item, parce qu'on est du coup sur la droite du graphique. Donc, en fait, on a beaucoup d'établissements qui réalisent ces activités, ce qui est cohérent puisque l'analyse d'ordonnance fait partie de nos missions de base de pharmacie. Si on regarde au contraire quels sont les items les moins remplis, donc hors activité spécifique, on a des items en lien avec le contrôle et la préparation de préparation stérile, donc hors chimiothérapie, hors nutrition parentérale. Donc, c'est par exemple les biothérapies. Ça concerne également les items en lien avec les essais cliniques, ici en troisième position, ou alors les items en lien avec la préparation des doses à administrer. Et c'est plutôt cohérent avec nos pratiques puisque, en effet, pas tous les établissements ne réalisent ces missions. On voit qu'on a une augmentation sur les premiers items entre 2021 et 2022. Et en fait, c'est en lien avec le fait qu'on a plus de CHU qui ont répondu en 2022 par rapport à 2021. Donc, c'est normal qu'on a un peu plus d'établissements concernés sur ces items-là sur la deuxième année. Concernant les items en lien avec la préparation des doses à administrer, donc tout ce qui est surétiquetage, reconditionnement, on a une diminution du taux de remplissage et ça, c'était attendu. C'est lié au fait que l'outil a évolué, comme je vous le disais, et qu'en fait, ces items qui étaient dans la version détaillée en 2021 ont été supprimés pour laisser place à des items plus globaux et moins détaillés en 2022. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on voit quand même qu'il y a encore des établissements qui le remplissent et ça, c'est lié au fait que certains établissements ont utilisé la mauvaise version de l'outil la seconde année. Donc, comme tout à l'heure, on a fait la même analyse statistique pour voir s'il existait un lien entre le profil de l'établissement et le fait qu'il réalise ou non ses activités, donc toute activité confondue. Et on voit ici, donc comme tout à l'heure, on a sur la gauche de la diapositive les établissements qui répondent non concernés aux items et à droite les établissements qui se disent concernés par les items. Et donc plus on va vers le haut du graphique, moins cela représente d'établissements. Et donc on voit clairement trois groupes d'items. Donc le premier, dans le cadran supérieur droit, on a peu d'établissements qui se disent non concernés par les items. Et en fait, si on regarde, ça reprend les items en lien avec les activités transversales, donc les commandes, la dispensation, etc. Donc il est logique qu'on ait peu d'établissements non concernés sur ces items. Ici, au milieu, on a un groupe d'items où les établissements sont concernés ou non concernés de manière homogène, sans qu'il y ait un profil particulier d'établissement. Et puis ici, le troisième groupe d'items, donc en haut à droite, on a des items où peu d'établissements sont concernés. Et on voit que ça concerne essentiellement les CHU, voilà, qui se rapprochent de ces items-là. Et puis on a les CLCC qui sont un peu à part, et on le verra à la fin de la diapositive pourquoi. Et donc quand on regarde quels sont ces items qui ont l'air de concerner
plutôt les CHU, on voit que ce sont des items en lien avec des sections d'analyse qui étaient déjà identifiées comme étant particulières, spécifiques. Donc, tout ce qui est en lien avec les préparations et contrôles de préparation stérile, de chimiothérapie, de nutrition parentérale. On a également des items en lien avec la radiopharmacie. Et on retrouve aussi des items en lien avec les préparations stériles hors chimio, hors nutrition, donc par exemple les biothérapies, et les essais cliniques ainsi que les engagements universitaires, qui semblent plus spécifiques des CHU. Ensuite, on s'est intéressé à regarder s'il y avait des valeurs aberrantes. Donc, on a calculé les paramètres de dispersion pour chaque item. Donc, on a regardé la moyenne, la médiane, et puis s'il y avait des valeurs extrêmes. Et ça nous a permis d'identifier 79 valeurs, donc 48 en 2021 et un peu moins en 2022. Donc, ça signe quand même une amélioration. Euh, et puis, on a cherché aussi à regarder les valeurs aberrantes d'un point de vue qualitatif. Et on avait, par exemple, des établissements qui dispensaient des médicaments sans faire d'analyse d'ordonnance, des établissements qui ne commandaient pas de médicaments alors qu'ils en délivrent, des établissements qui se disaient concernés par les liquidations de factures, mais non concernés par les commandes. Enfin, voilà, des incohérences vraiment qualitatives et donc, on en a retrouvé 136. Et donc, pour chaque item, on a calculé le taux d'incohérence. Et ce qu'on peut voir ici en bas, c'est que l'item qui semble avoir le plus grand nombre d'incohérences, c'est l'item en lien avec l'analyse de prescription. On voit quand même qu'il y a une diminution du taux d'incohérence entre 2021 et 2022. Et ça peut s'expliquer par le fait que cet item, il a été précisé dans l'aide à l'utilisation de l'outil entre les 2 années. Le second item sur lequel on a beaucoup d'incohérences, c'est l'item en lien avec le nombre de réceptions à l'import via un transitaire ou un expressis. Et ça, c'est un item qui est réservé aux établissements d'outre-mer et de Corse. Et en fait, ce n'était pas précisé sur la première version de l'outil. Ça a été précisé pour 2022. C'est pour ça qu'on a eu une diminution sur cet item-là du taux d'incohérence, avec toujours un taux résiduel d'incohérence. Et c'est probablement lié au fait que certains établissements ont utilisé la mauvaise version de l'outil la 2e année. Et enfin, on a un taux d'incohérence assez élevé, supérieur à 5% en tout cas, sur le nombre de lignes de commande de médicaments et de solutés. Et là aussi, on a une diminution du taux d'incohérence entre les 2 années. Pourtant, on n'a pas spécialement, on n'a pas changé ni la formulation de l'item, ni apporté de précision dans l'aide à l'utilisation de l'outil. Donc, ça signe certainement un meilleur paramétrage de la requête sur la 2e année. Quand on regarde le profil d'activité des pharmacies à usage intérieur, donc tout type d'établissement confondu, on peut voir que la dispensation et l'approvisionnement représentent à elles seules près de 75% de l'unité d'œuvre. Et donc, si on zoome sur l'activité de dispensation, on peut voir que 50% de l'activité de dispensation est représentée par l'activité d'analyse d'ordonnance, suivie par les activités de dispensation, donc globale pour l'item 7 et nominative pour l'item 8. Et donc, on va décliner ce profil avec la part de chaque item dans l'UO par catégorie d'établissement. Globalement, ce qu'on va voir, c'est que, hormis pour les centres de lutte contre le cancer, les activités de dispensation et d'approvisionnement arrivent toujours en tête des activités des PUI. Et que le profil d'établissement influe surtout sur la répartition des activités suivantes.
Donc ici, c'est le profil d'activité des CHU. Et donc pour les CHU, ce sont les activités de préparation stérile et non stérile, ainsi que les activités de pharmacie clinique qui arrivent en 3, 4 et 5e position. Pour les gros centres hospitaliers, ce sont les activités de préparation stérile, de pharmacie clinique et de surétiquetage reconditionnement qui arrivent en 3, 4 et 5e position. Pour les centres hospitaliers de taille moyenne, on a vraiment un décrochage avec les activités de dispensation et approvisionnement qui arrivent, qui sont nettement dominantes. Et puis les autres activités qui ont toutes une part dans l'UO inférieure à 5%. Pour les petits centres hospitaliers, ce sont les activités de surétiquetage, reconditionnement, ainsi que les activités de pharmacie clinique qui suivent les activités de dispensation, approvisionnement. Et on voit que ça ressemble beaucoup au profil d'activité des établissements privés. À noter que la facturation dans les établissements privés prend une part un peu plus importante que dans les petits centres hospitaliers. Et enfin, pour les centres de lutte contre le cancer, les activités sont réparties de manière assez différente par rapport aux autres établissements, puisqu'on voit que les activités de préparation et contrôle de chimiothérapie représentent la moitié de l'activité globale de la PUI, devant l'activité de dispensation, et que ces activités sont suivies par des activités spécifiques telles que la radiopharmacie ou les essais. Donc, en conclusion, ces premiers résultats montrent une amélioration de la remontée des indicateurs avec une évolution positive du taux de remplissage par item, une diminution du taux d'incohérence de manière globale, avec néanmoins des items où la requête semble plus difficile. Donc, les items où les établissements se disent concernés, mais qui remplissent une valeur égale à 0. Et ça, ce sont essentiellement des items en lien avec les activités de pharmacie clinique. On a vu également que la répartition de l'activité, elle est hétérogène en fonction de la catégorie et de la taille de l'établissement. Et qu'on a des secteurs d'activité comme les essais cliniques, les engagements universitaires ou encore les préparations stériles, donc autres que les chimiothérapies et la nutrition parentérale, qui semblent être des activités spécifiques, donc au même titre que la radiopharmacie, la rétrocession et les chimios, la nutrition parentérale. Donc on peut se poser la question de savoir si ces activités-là ne devraient pas aussi faire l'objet de sections d'analyse distinctes. Et puis nous, de notre côté, on va continuer à communiquer sur l'UO Pharma et on va présenter un poster affiché au congrès du Syndicat national des pharmaciens hospitaliers et pharmaciens praticiens hospitalo-universitaires qui aura lieu à Montpellier, donc en septembre prochain. Voilà, je vous remercie et puis je vous écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, Gwendoline.